Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer. Les adieux à la mode d'Yves Saint Laurent. Le grand couturier ferme sa maison de couture après 40 ans de création sublime. C'est la contagion chez les médecins généralistes. Le ton monte et une journée sans toubib est prévue le 23 janvier prochain. Enfin, cérémonie de vœux à fleur-et-moucheté dans le monde politique avec peu de candidats déclarés mais beaucoup de prétendants. L'élégance, ce fut le maître mot d'Yves Saint Laurent en 40 ans de création et c'est avec la même élégance que le plus grand couturier français a annoncé son départ ce matin. Quelques mots sincères et beaucoup d'émotion pour celui qui a toujours défendu une certaine idée de la femme sans céder justement aux toutes dernières modes. Sabine Gorny, Luc Edrich. L'arrivée discrète du maître des lieux dans sa chère maison de couture, là où depuis 40 ans s'est fabriquée la légende. Mais ce matin, les cœurs sont serrés, l'émotion palpable. Costume noir prémonitoire, Monsieur Saint Laurent dit au revoir. J'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé. C'est aussi à ces fantômes esthétiques que je dis adieu. Je les connais depuis mon enfance. Et c'est pour les retrouver que j'ai choisi ce merveilleux métier. Quelques lignes lues avec pudeur et dignité pour dire cette vie pleine de la joie de créer, pleine d'angoisse d'un génie tourmenté, inquiet, tout entier au service de la beauté. Un texte pour dire merci aux fidèles ateliers, à la famille, à Pierre Berger, le Pygmalion, l'ami de toujours, celui avec qui l'histoire de la maison se devait de s'achever, comme elle avait commencé. Il a pris sa décision seul, calmement, et je trouve que ça demande le respect d'abord, ça, et que ça atténue beaucoup, beaucoup la tristesse. Beaucoup. Vous savez, c'est un petit chef-d'œuvre, là. Ça a été commencé il y a 40 ans, ça se termine, sans bavure. J'ai conscience d'avoir fait progresser la mode de mon temps et d'avoir permis aux femmes d'accéder à un univers jusque-là interdit. Luxe, calme et volupté, la haute couture ou l'art du sur-mesure pour des clientes fortunées prêtes à payer très cher le prix de l'exclusivité. Saint Laurent s'en va, une maison disparaît avec tout le savoir-faire des ateliers. Mais je suis assez bouleversé quand même parce que je voulais pas y croire. Je ne voulais pas croire qu'un artiste aussi génial cesse de créer en fait. C'est comme un père, je sais pas dire, oui c'est vrai, je suis triste aussi pour lui. Presque plus pour lui que pour tout le monde. S'il s'en va aujourd'hui, c'est parce qu'il a ce sentiment de n'être plus à sa place dans un monde qu'il ne comprend pas. Car la mode appartient désormais aux financiers. En 99, François Pinault rachetait la maison Saint Laurent et en confiait le prêt-à-porter à un Texan, Tom Ford. Pour Yves Saint Laurent, il fallait accepter que son nom, sa griffe, soit désormais aussi la signature d'un autre. Ce prince de l'élégance a préféré s'éclipser. C'est un geste chaleureux et doux, on a l'impression qu'il referme doucement la porte, voilà. Monsieur Saint Laurent jette le dé, seul couturier à avoir ouvert et fermé sa maison de son plein gré, en toute liberté. Un drame de la pauvreté et du désespoir. Une femme et ses 3 enfants sont morts ce matin dans l'incendie de leur maison à Pignan, dans le Var. Apparemment, la mère de famille ne pouvait plus faire face à ses créanciers. Le plus jeune de ses enfants n'avait que 3 ans, Olivier Sainte-Marie. Cet incendie serait un acte désespéré d'une maman qui ne supportait plus la solitude. Ce matin, cette femme de 40 ans aurait elle-même mis le feu à cette chambre où se trouvaient ses 3 enfants. Sébastien, 14 ans, Anaïs, 10 ans et Olivier, un petit garçon de 3 ans. Prévenus à 9 h par une voisine, les pompiers interviennent rapidement mais ils ne peuvent que constater l'étendue du drame. La mère et ses 3 enfants gisent au milieu des flammes. Je pense qu'il était déjà trop tard à l'appel parce que la pièce étant complètement confinée, à partir du moment où les fumées s'échappent par la fenêtre, je dirais que la température dans la pièce est déjà beaucoup trop importante pour qu'on puisse tenter quoi que ce soit sur les victimes qui ont été retrouvées, pas calcinées parce qu'elles n'ont pas brûlé en elles-mêmes, mais les corps sont complètement déformés par la chaleur. Dans la maison, les enquêteurs de la brigade de recherche de Brignoles ont retrouvé une lettre laissée par la mère. Un mot d'adieu dans lequel elle évoque son désespoir. C'est une dame, elle ne faisait pas parler d'elle, elle était toujours seule. Donc elle élevait sa famille comme elle le pouvait. Mais ça fait depuis 1998 qu'elle est à Pignan, ça fait 3 ans qu'elle était à Pignan, on ne la connaissait pas encore trop bien. Une autopsie sera pratiquée afin de déterminer l'origine exacte de cette tragédie, notamment si la mère ou ses enfants étaient drogués avec des médicaments.
Ce drame a beaucoup ému les habitants de ce petit village où l'on pourrait penser que tout le monde se connaît et se soutient. Le drame de ce matin a prouvé que non. Depuis quelques semaines, les affaires qui mettent en cause le fonctionnement de la justice se multiplient. À Lyon, un trafiquant de drogue multirécidiviste a été remis en liberté. Il avait pourtant été condamné à 14 ans d'emprisonnement en octobre dernier. Ses avocats ont plaidé le vice de forme. Sur place, le reportage de Farid Haroud et de Patrice Didier. Pour trouver la faille, il faut étudier les 92 pages du jugement du tribunal de grande instance de Lyon. Parmi les 18 prévenus, Michel Valéry. Il est condamné à 14 ans de prison. Seulement à la page 87, on trouve une simple phrase, ordonne son maintien en détention. L'avocat de Michel Valéry relève alors la faille. D'après l'article 464.1 du Code de procédure pénale, un maintien en détention doit être motivé au moins par quelques lignes. Sinon, même coupable, un individu peut obtenir sa remise en liberté en attendant son procès en appel. C'est ainsi que le 26 décembre dernier, la Cour d'appel de Lyon a libéré un homme coupable d'importation, de détention, d'offre, de cession et d'acquisition de stupéfiants. Et cette liberté ne me choque pas et je ne pense pas qu'elle doive choquer quiconque. Les policiers ont peut-être exprimé des critiques. Je crois qu'on n'a pas le droit de critiquer une décision de justice. Un individu qui est condamné à 14 ans de prison, si là on me dit que ce n'est pas suffisamment motivé, ben alors là je tombe de l'armoire. C'est des mois et des mois de travail, c'est des filatures, c'est des enquêtes, c'est une collaboration avec les polices européennes, notamment celle d'Espagne qui tombe à l'eau. Donc le travail des policiers est réduit à néant. Le procès en correctionnel a duré 5 jours. Au palais de justice de Lyon, on a du mal à comprendre comment et pourquoi la Cour d'appel n'a pas rattrapé l'erreur de rédaction du jugement. Lorsque nous prenons les pieds dans le tapis, parce que nous n'avons peut-être pas tous les moyens qu'il faut, ça ne bénéficie jamais qu'aux malfaiteurs. Et ça, c'est un constat assez triste. L'avocat de M. Valéry nous a assuré que son client sera présent pour son procès en appel en avril. Quant à la Cour d'appel de Lyon, elle fait sa rentrée solennelle demain et présentera ses vœux à la presse, qui lui répondra par des questions sur l'affaire Valéry. La justice explique aussi à Bar, dans le Bas-Rhin, après la remise en liberté des jeunes qui ont plastiqué la salle des fêtes. Pour le procureur de la République, il n'y a eu aucun dysfonctionnement. Sur place, vous le voyez, les travaux ont repris et une cellule d'accueil a été mise en place aujourd'hui à la mairie pour les victimes. Je vous rappelle qu'il y a eu 9 blessés lors de cette explosion. Ces derniers jours, on a enfin beaucoup parlé de l'enquête sur la mort du petit Larbi. Aujourd'hui, le parquet affirme que le dossier n'a subi aucun retard, mais une enquête a été demandée par le ministère de la Justice. Alors, l'émotion à Bar, l'enquête sur la mort du petit Larbi ou encore cette remise en liberté, on l'a vu à Lyon. Clément Veyrenal, on a le sentiment qu'en matière de justice, les dysfonctionnements se multiplient ces derniers temps. Cette impression est-elle justifiée ? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir qu'en France, il y a chaque année 400 000 affaires pénales qui sont traitées. Alors, les 3 affaires que vous évoquez recouvrent en fait des situations très différentes. Le drame du petit Larbi renvoie en fait au problème insoluble de la récidive. Le meurtrier avait déjà été condamné pour des faits moins graves, il avait purgé sa peine, il ne pouvait donc être qu'en liberté. Dans l'affaire de Lyon, on peut s'interroger sur la remise en liberté d'un trafiquant notoire, mais ce qui est certain, c'est que les magistrats de la chambre d'accusation qui ont pris cette décision n'étaient pas obligés de le faire, ils pouvaient le maintenir en détention malgré le vice de procédure invoqué. Enfin, la remise en liberté des plastiqueurs de Bar n'est que la conséquence logique de la loi sur la présomption d'innocence. Là aussi, il est difficile de parler de dysfonctionnement. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le retentissement de ces affaires traduit en fait un malaise dans l'opinion. Vous savez, on demande finalement beaucoup de choses à la justice et on s'aperçoit à l'arrivée que cette demande traduit en fait des aspirations contradictoires. On veut que chacun puisse faire appel des verdicts en cour d'assises et on découvre que les magistrats sont débordés. On veut éviter au maximum la liberté préventive et on s'aperçoit qu'il y a forcément un peu plus de délinquants en liberté. Reste que ce malaise est bien réel et il confirme en tout cas une chose à 3 mois des échéances électorales, c'est que la préoccupation numéro 1 des Français, c'est leur sécurité. Merci Clément Veyrenal. Puis certaines personnes ont-elles, oui ou non, touché des commissions lors de la libération des otages français au Liban? La réponse ne fait plus guère de doute. Une note des services secrets français met en cause un proche de Charles Pachkoua. Aujourd'hui, elle est publiée par nos confrères du Monde. Mais Jean-Charles Marchiani, ex-préfet et député européen, dément. Magali Serre, Jean-Michel Mière. Jean-Charles Marchiani, l'homme clé des négociations sur la libération des otages du Liban, est aujourd'hui directement mis en cause par le contre-espionnage français.
Dans une note publiée par Le Monde, un informateur anonyme affirme qu'il a reçu de considérables sommes d'argent d'un industriel d'origine libanaise. Des commissions qui auraient été détournées de la rançon versée lors de la libération de Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton et Marcel Fontaine. En tout, ce serait plus d'1,5 million de francs qui auraient été déposés sur un compte suisse. L'argent transitait ensuite vers 2 banques parisiennes, puis était remis parfois en main propre à Jean-Charles Marchiani. Ou ce que dit la DST est vrai, à ce moment-là il faut qu'ils donnent les preuves et il faut saisir la juridiction compétente, ou ce qu'ils disent n'est pas vrai, il n'y a pas 36 solutions. Et si c'est pas vrai, pourquoi monte-t-il cette machination aujourd'hui, 15 ans après? Charles Pasqua se retrouve lui aussi au centre de cette affaire. Lors de la libération des otages, il était ministre de l'Intérieur et Jean-Charles Marchiani était l'un de ses fidèles conseillers. Charles Pasqua a aujourd'hui porté plainte auprès du ministre de la Justice pour dénonciation calomnieuse. La fièvre monte chez les médecins et le virus s'appelle mécontentement. Les dernières déclarations du gouvernement n'ont apparemment rien apaisé, loin de là. Les généralistes appellent même à une journée sans toubib le 23 janvier prochain. Une grève totale pour obtenir une revalorisation de leurs honoraires. Martine Lec, Marc Doux. D'accord, ok, je vous envoie un médecin, mais là je vous préviens, j'ai 1 heure d'attente, hein, c'est pas tout. Le week-end a de nouveau été chargé pour SOS Médecins à Strasbourg. Malgré l'annonce de négociations, les généralistes poursuivent leur grève des gardes et avant d'ouvrir toute discussion, leur principal syndicat, l'UNOF, exige que les honoraires soient relevés, 20 € la consultation, 30 € la visite, des demandes jugées trop coûteuses par la ministre. Ces demandes, c'est 7 milliards de francs, 1,2 milliard d'euros de coûts. Je trouve cela excessif. Résultat, ce matin, le ton s'est encore durci et le syndicat majoritaire annonce qu'il pourrait boycotter les négociations. On exprime nos besoins. Après, ce qu'il faut savoir, c'est si c'est compris de l'autre côté. Je pense que c'est compris, mais il faut qu'il y ait une volonté de rendre prioritaire la santé en France. Signe de leur détermination, dans de nombreux départements, les généralistes n'ont pas attendu pour augmenter arbitrairement leurs tarifs. Le docteur Van Hersek, par exemple, fait payer les visites 30 € au lieu des 20,58 € réglementaires. Les actes médicaux n'ont pas été revalorisés depuis 8 ans. Ça n'a pas été augmenté depuis 8 ans. Oui, c'est ce qu'on a parlé à la télévision. Nos charges ont augmenté, donc oui, bien sûr. On n'attend pas que l'État décide. Un surcoût décidé sans concertation avec la sécurité sociale et les mutuelles et donc totalement à la charge des patients, plutôt compréhensif. Eh ben, ils ont le droit de défendre leur beefsteak comme nous on est bien content de les trouver pour notre santé, comme ne serait-ce que mon fils. Donc eh ben, moi je suis entièrement pour. Jeudi, les négociations vont donc s'ouvrir dans un climat tendu. Les médecins annoncent déjà une journée de grève totale le 23 janvier prochain. Mécontentement aussi chez les éleveurs bovins. Ils étaient reçus aujourd'hui au ministère de l'Agriculture par Jean Glavany qui a annoncé un plan de soutien. 150 millions d'euros ont été dégagés et l'on pourrait s'acheminer vers un abattage sélectif pour les cas d'ESB. Ce soir, la FNSEA et les jeunes agriculteurs se disent déçus. Des mesures qui s'adressent aussi aux éleveurs touchés par la crise de la vache folle. Certains troupeaux ont dû être abattus et les agriculteurs ont dû repartir de zéro. Portrait de l'un d'entre eux dans la région de Limoges, Marlène Blin et Elisabeth Gonzalez. En février dernier, après la découverte d'un cas d'ESB, les 71 vaches laitières de Dominique Nurich étaient euthanasiées. Un an après, et malgré les indemnités versées, environ 2 000 € par bête, le cheptel est loin d'être reconstitué. Avec 44 vaches, la production a diminué d'1 tiers. Résultat, une baisse des revenus, d'autant plus mal vécue que l'éleveur ne connaît toujours pas les résultats des analyses pratiquées après abattage. Pour l'instant, on n'a rien. Non. Pas de résultat. Moi, je pense qu'il n'y en a qu'une, hein, comme à beaucoup d'endroits. Mais bon... C'est un peu aussi, s'il n'y en avait qu'une, le sentiment d'un gâchis. De toute façon, c'est un gâchis. Partout, ça a été un gâchis. On en veut. Mais bon, on a l'habitude. On a l'habitude. Derrière la résignation, le traumatisme de toute une profession. Alors même si c'est parfois trop tard, l'allègement du dispositif serait un soulagement. Encore faut-il que ça n'effraie pas les consommateurs. Je ne pense pas qu'un allègement puisse faire peur aux consommateurs, sachant que tous les animaux qui sont partis donc, pour être sur les étalages de la boucherie sont systématiquement contrôlés à l'entrée de l'abattoir, ils subissent le test, donc il n'y a plus aucune crainte d'avoir une viande contaminée sur les étalages.
En juillet dernier, l'AFSA préconisait une transition par étapes vers un abattage sélectif. Reste à déterminer sur quels critères, âge ou généalogie, tel ou tel animal serait épargné. Les éleveurs attendent l'avis des scientifiques et demandent qu'aucune décision ne soit prise sans concertation. Les recherches se sont poursuivies toute la journée au large du Finistère pour tenter de retrouver 2 pêcheurs portés disparus depuis dimanche près de l'archipel des Glénans. Les conditions météo n'étaient pourtant pas mauvaises. Combien de temps l'euro mettra-t-il à traverser la Manche? Cela pourrait se faire beaucoup plus vite que prévu. Les Britanniques, traditionnellement étiquetés comme eurosceptiques, sont en train de flancher. Le débat a été relancé par la réussite du passage à la monnaie unique européenne de l'autre côté du Channel. Reportage à Londres de Pascal Verdeau et Tahar Nasri. Depuis les fêtes de Noël, la fringale de consommation des Britanniques ne faiblit pas. Et les affaires étant les affaires, un tiers des grands magasins londoniens accueillent la monnaie unique avec bienveillance. Certes, comme le disait Tony Blair, ignorer l'euro serait une bêtise. Il n'empêche, même les plus irréductibles lâchent du lest. Les gens n'ont pas envie de changer leur argent lorsqu'ils arrivent. Et pour nous, les chauffeurs de taxi, il va falloir se mettre à l'euro. Dans un magasin comme Marks & Spencer, ils étaient très enthousiastes pour l'accepter. Ils étaient très enthousiastes pour la première personne qui est arrivée avec les euros. Enthousiastes, mais pas tout à fait au point. Dans ce grand magasin de jouets, très fréquenté par la clientèle étrangère, l'euro c'est d'abord une carte commerciale. Seulement voilà, au pays de Margaret Thatcher, les caisses enregistreuses ont encore du mal à digérer la devise européenne. Je viens de déposer un billet de 100 € et malheureusement, le système informatique me semble bloqué, donc il n'arrive pas à me rendre la monnaie ni en euros ni en livres sterling. Petit couac, car il ne faut pas forcer le destin. 60% des Britanniques restent hostiles à la monnaie unique, mais dans les pubs, les consommateurs sont plutôt philosophes. Il faut choisir. On ne peut pas être à moitié dedans ou à moitié dehors. Adhérer à l'euro est un choix politique, pas une question économique. Premier scénario optimiste, un référendum en 2003 ou peut-être bien plus tard. Wait and see, disent les Anglais. Loin de l'euro, en Argentine, la valeur du peso a chuté en quelques heures de 29%. Cette mesure drastique avait été annoncée en fin de semaine dernière, mais elle a tout de même provoqué des mouvements de révolte. Hervé Guéquière. Les Argentins n'ont pas attendu longtemps pour réagir à la forte dévaluation du peso. D'abord à Mendoza, des révoltes populaires devant la mairie de la ville. La foule exige que les salaires soient payés. Nous voulons être payés. Nous sommes fatigués d'être traités comme des moins que rien. Ils nous doivent nos salaires et nos primes. Et ils ne nous ont rien payé depuis décembre. Dans la capitale Buenos Aires, la population fait la queue pour récupérer son argent en banque. Beaucoup craignent en effet plusieurs dévaluations successives du peso. Pendant ce temps, le nouveau gouvernement argentin tente d'endiguer une situation économique catastrophique. Nous allons débuter la renégociation de la dette extérieure au début du mois de février. Nous allons aussi revoir nos relations avec les organismes internationaux de crédit. Mais déjà, le nouveau gouvernement argentin populiste promet tout à tout le monde. Mieux défendre les petites gens et en même temps baisser les dépenses publiques pour faire plaisir au Fonds monétaire international. Deux projets on ne peut plus contradictoires. Le crash du petit avion de tourisme contre l'immeuble d'une banque à Tampa, en Floride, était apparemment une opération suicide. Les enquêteurs ont retrouvé sur le corps du pilote adolescent une lettre où il exprimait la sympathie qu'il vouait à Oussama Ben Laden. Charles Bishop, dont vous avez découvert le visage il y a quelques instants sur ces photos, avait été très marqué par les attentats du 11 septembre. Retour en France avec, sur la scène politique, la traditionnelle cérémonie des vœux, un exercice de haute voltige pour les candidats non déclarés. Du coup, Alain Madelin avait beau jeu aujourd'hui de réclamer plus de sincérité et de célérité. Daniel Sportiello, Xavier Roman. Bonjour.
Après la pause du Nouvel An, retour à la politique. Alain Madelin, lors de ses vœux à la presse, n'a émis qu'un souhait, que la campagne électorale démarre enfin à 100 jours de l'élection présidentielle. Il faut que le Premier ministre et que le Président de la République cessent de jouer à cache-candidat. Il faut maintenant que les vrais, faux, probables candidats cessent ce jeu d'esquive qui escamote aujourd'hui toute vraie possibilité de débat. Alain Madelin veut faire tomber les masques, mais dans la journée, Jacques Chirac ne s'est toujours pas déclaré et Lionel Jospin est toujours un candidat probable. Les deux têtes de l'exécutif étaient réunies à l'occasion du marathon des vœux à l'Élysée. Et en ce début d'année, rien de changé. Jacques Chirac en a profité pour faire, une fois de plus, la leçon au gouvernement de Lionel Jospin. L'État subit de profondes atteintes. Il n'est plus unanimement considéré et respecté. Les Français attendent beaucoup de lui, mais doutent de ce qu'ils peuvent réellement en espérer. Et pendant que le président, qui bien sûr n'est pas en campagne, parle de la sécurité, François Hollande vend déjà le programme du probable candidat Jospin. L'élection présidentielle ne doit donc pas être, comme en 1995, un rendez-vous manqué, une élection pour rien. Une vision doit être définie et partagée. Une impulsion doit être donnée. Un nouveau pacte social doit être écrit. Jacques Chirac et Lionel Jospin ne s'opposent pour l'instant qu'à fleur et moucheté ou par personne interposée. Mais la semaine des vœux ne fait que commencer. Ruy Blas, Hernani ou encore les châtiments, Victor Hugo va s'inviter dans toutes les écoles françaises cette année pour fêter le bicentenaire de sa naissance. Dès ce matin, les élèves ont découvert la modernité de cet auteur qui luttait déjà contre la peine de mort pour l'éducation et pour le droit des enfants. Reportage dans un lycée d'enseignement professionnel à Paris, Marie-Hélène Tichou et Jean-Pierre Ekman. Attention, à qui la faute? Tu viens d'incendier la bibliothèque? Oui, j'ai mis le feu là. Découvrir Victor Hugo, ne pas le lire, mais le dire. Les élèves du lycée professionnel et technologique d'Alembert ont vécu 2 heures avec le poète. La partie n'était pas gagnée d'avance pour le comédien venu travailler avec eux. Victor Hugo paraît parfois inaccessible. Plutôt quelqu'un qui paraît lointain, que j'ai du mal à lire parce que c'est trop... l'écriture elle est trop lourde. Quand un texte me plaît, je me mets à le dire à haute voix. Bon, c'est mon métier, mais je le fais tout le temps. C'est comme ça qu'on le comprend, qu'on le ressent. Et les grands auteurs, on a envie, leurs mots, on a envie qu'ils sortent du livre pour les faire entendre. L'aïeul regarda déshabiller l'enfant, disant « Comme il est blanc, approchez donc à lampe. » Aujourd'hui, ils se sont appropriés un poème, Souvenir de la nuit du 4, extrait des Châtiments, un texte sur la mort d'un enfant tué lors du coup d'État de Napoléon III. Ils y ont retrouvé la force d'un témoignage qui résonne dans les conflits d'aujourd'hui. Le texte, il est un peu triste et bon, ça rappelle des choses qui se passent actuellement. On est jeunes, on n'a pas le même langage qu'on utilise, mais les émotions sont les mêmes. On a pu s'en rendre compte, on a tous vécu un petit peu les phrases, les vers qu'on a pu citer de lui. Quelle que soit la situation, on peut toujours combattre. C'est ce qui me paraît très moderne chez Hugo. Merci beaucoup de votre... Le comédien reviendra les voir 3 fois encore avant la fin de l'année. D'autres rencontres pour découvrir Victor Hugo, le bon vivant, l'amoureux, l'amant, l'homme tout simplement. La roue tourne, mais elle pourrait bien s'arrêter. Installée à la fin de l'année 99 sur la place de la Concorde, la grande roue géante ne devait rester sur place qu'1 an de délai en prolongation. C'est finalement au tribunal que l'affaire sera réglée. Elle devrait être démontée, mais le bras de fer continue. Sylvain Lequesne, Stéphane Taponnier. Marcel Campion est un homme têtu. Imperturbable, le propriétaire de la grande roue de la Concorde n'a pas entamé son démontage comme il aurait pourtant dû le faire dès aujourd'hui. La mairie de Paris va introduire dès demain une procédure en référé, mais Marcel Campion lui persiste et met en avant une promesse émanant de l'ancienne municipalité. La municipalité sous Jean Tibéri nous avait assuré un lieu de substitution pour que la roue soit pérenne à Paris intramuros. Et actuellement, depuis 2 jours, nous avons des propositions pour un site sur le quai de Javel, dans le bois de Vincennes, enfin des lieux qui ne sont pas commerciaux du tout.
Afin de quitter la Concorde, Marcel Campion lui rêve de lieux beaucoup plus prestigieux que le quai de Javel ou que le bois de Vincennes. À la mairie de Paris, le bras de fer agace forcément. Lui, il nous a réclamé que le Champ de Mars, les Tuileries, le Jardin du Luxembourg, sur les trois, il y en avait deux qui ne dépendaient pas de la ville, c'est l'État ou le Sénat. Et le Champ de Mars est déjà un peu occupé par la Tour Eiffel, comme tout le monde peut s'en rendre compte. Donc on a essayé de voir ailleurs, du côté de Bercy, du côté de la pelouse de Rey, du côté du parc André Citroën, où il y a actuellement un dirigeable. Donc on lui a fait des propositions, mais visiblement, commercialement, aucune ne lui plaisait tant que la place de la Concorde. Et l'affaire mobilise beaucoup de monde jusqu'au ministère de la Culture, où l'on prend le problème très au sérieux. Nous voyons que M. Campion, qui n'a pas beaucoup d'estime pour la loi et sans doute encore moins pour les pouvoirs publics, est bien résolu à utiliser toutes les méthodes, et notamment toutes les méthodes démagogiques, pour se maintenir le plus longtemps possible. Je crois que c'est inacceptable. Marcel Campion lui reste serein. Pour le moment, sa roue tourne, mais peut-être plus pour très longtemps. Nouvelle année rime aussi avec nouvelle identité pour France Télévisions. Pour l'occasion, la 5e devient France 5 et nos 3 chaînes vous accueillent avec un habillage flambant neuf et vous le voyez là, ici, juste là, un petit 3. Lors de l'Alex Romuald Rath. Derrière ces écrans en mouvement, le nouveau logo de France 3. Modernisé, dynamisé, il est le 5e que connaît la chaîne depuis sa création. On se souvient de l'œil, apparu en 1975, mais aussi des lettres d'or de France Région 3. Mais aujourd'hui, c'est aussi tout un groupe, France Télévisions, qui change d'identité visuelle. Nouveau logo pour France 2, pour la 5e, qui devient France 5. Et surtout pour France Télévisions, qui se conjugue désormais au pluriel. Nous nous affirmons comme un groupe uni avec France 2, France 3 et la 5e devenue France 5. Mais un groupe uni ne veut pas dire qu'il fait la même chose. C'est-à-dire que les 3 chaînes vont garder leur identité aux yeux pour les téléspectateurs. Simplement, les valeurs qui les portent sont les mêmes. Pour souligner cette ambition, la marque France Télévisions apparaîtra désormais à l'antenne et les nouveaux logos de chaque chaîne seront présents sur la majeure partie des programmes. Voilà, tout de suite le journal des journaux suivi de la météo de Jean-Marc Souamy, 20h10 tout le sport, 20h30 foot 3 avec Christophe Josse et Valérie Pérez. Soir 3, c'est à 22h30 avec Laurence Bovillier. Excellente soirée, à demain 19h30. Bonsoir.